Bonjour Alexis Youbank, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions de Méthode Chanson pour aider les artistes musicaux à concrétiser leurs projets. Le sujet abordé ici est de savoir comment et pourquoi créer son propre label. Mais avant tout, pourrais-tu te présenter brièvement? Je suis avocat et praticien d'un domaine qui est celui de la musique, notamment plus généralement praticien du domaine de la protection des créations et des créateurs. On appelle ça aussi dans notre jargon le droit du divertissement. D'accord, et alors donc tu es spécialisé pour la Belgique, mais est-ce que ça va aussi au-delà pour les autres pays? Oui, bien sûr, la pratique est internationale. Rien n'empêche un avocat, du moins francophone, bien entendu, à pouvoir plaider dans les pays limitrophes et dans la même langue, voire dans une autre. Il est certain que la pratique contractuelle, par exemple, les négociations aussi, ne posent aucune difficulté de frontière. Merci. Alors, je te propose de passer maintenant au vif du sujet, donc à savoir pourquoi et comment créer son propre label. Alors, pourquoi créer son propre label en tant qu'artiste musical? Qu'est-ce qui va pousser un artiste à créer son propre label? Mais c'est d'abord et avant tout une question de maîtrise, de souhait, de pouvoir contrôler les choses. Un auteur, un artiste-interprète aura légitimement le souci d'être respecté et c'est évidemment plus facile de le faire, de l'assumer, de le garantir lorsque l'on est le propre maître de son affaire. Donc Mhm. essentiellement, il s'agira de cette possibilité de contrôle plutôt que d'avoir des directives un financier autre qui va évidemment implémenter ses propres volontés, parfois au détriment de celles du créateur ou de l'artiste. Oui, c'est ça. Donc, euh, je pense qu'il y a, si tu m'arrêtes, hein, si c'est pas ça, 3 points, qui vont, le pousser à le faire. Ils sont propriétaires, de leurs droits, c'est ça? Et ils vont maîtriser, l'exploitation, de leur œuvre, hein, déjà premièrement. Au départ, effectivement, toute personne physique, a priori, sauf l'un ou l'autre petit régime d'exception, est titulaire, dit-on, de ses propres droits. Et donc, au départ, et c'est assez logique, il maîtrise complètement, que ce soit les formes de sa création, de son interprétation, éventuellement l'intensité de son interprétation, et ensuite l'exploitation y afférente. Oui, c'est ça, donc Oui, c'est ça. Donc, Se posera la question d'un stade ultérieur qui sera une exploitation plus publique, plus large. Et là, la question de la création du label pourra se poser. d'accord. Et donc, 2e point, donc c'est aussi, tout ce qui est tu l'as dit, hein, tout ce qui est, l'argent, donc il va avoir une liberté financière plus grande. Il va, maîtriser, enfin, il y a tout ce qui est royalties et argent, qui va résulter de l'exploitation, de son œuvre, vont lui revenir directement. Oui, alors bien sûr, qui dit droit, être titulaire de droit, suppose possibilité d'obtenir une rémunération. Et en contrepartie, c'est la contrepartie. Qu'en fait-on? Va-t-on céder, concéder, donner en usage tout ou partie de ce droit à rémunération à un tiers? C'est la question. Et d'ailleurs, presque à l'insu de son plein gré, chaque artiste qui s'affilie à une société de gestion collective de droit, qu'elle soit une société de gestion collective de droits d'auteur ou de droits voisins d'interprète, le fait déjà, je dis à l'insu de son plein gré, parce que quand il s'affilie, il n'a pas toujours conscience qu'en réalité, il cède ses droits dont la société de gestion collective de droit aura la maîtrise totale. Parfois d'ailleurs, ça aboutit à des résultats kafkaïens, c'est-à-dire que vous n'avez plus cette maîtrise et une société de gestion collective de droit vous dit que vous ne pouvez plus vous-même donner des autorisations. d'accord. Ah oui, OK. Donc tout ce qui est SABAM, SACEM, enfin, c'est le cas pour ces sociétés collectives de droit-là, oui. Notamment, voilà, on parle dans ces cas-là d'une cession fiduciaire. C'est Oui, une technique très particulière, une technique juridique. En fiducie,
la société de gestion collective de droit aura les pleins pouvoirs. D'accord. Et les pleins pouvoirs de faire quoi exactement concrètement? Là, on s'éloigne un peu du sujet, mais ça reste intéressant. Les pleins pouvoirs de donner des autorisations, mais des pleins pouvoirs exclusifs, à l'exclusion même de son titulaire, c'est-à-dire de l'affilié. Alors D'accord. ça, Est-ce que tu peux donner un exemple? oui, je peux bien sûr donner un exemple. Il y a un système qui fonctionne assez bien, d'ailleurs, lorsque l'on veut procéder à des reprises musicales. Il suffit parfois de s'adresser au guichet unique que représente la société de gestion collective de droit, de l'informer du projet, de payer les droits irrelatifs et d'obtenir une autorisation, par exemple une autorisation de pressage des disques, ce qu'on appelle dans ce cas-là des droits mécaniques. L'auteur ne va pas nécessairement être sollicité pour ce faire, puisqu'il a donné l'autorisation à la société de gestion collective de droit, qui est sa fiduciaire, de pouvoir donner à sa place les autorisations. Par contre, à l'inverse, dans certains cas, la société de gestion collective de droit pourrait même reprocher à l'auteur d'avoir court-circuité ce système et d'avoir donné en direct une autorisation, par exemple sans devoir payer de droit, à un tiers, alors que c'est à la société de gestion collective de droit de le faire. Parce que ça brise évidemment une gestion collective. Si chacun pouvait, dans son coin, conserver son précaré, la gestion collective ne fonctionnerait plus de façon optimale. D'accord. Bon, ben donc oui, il y a des avantages mais on va dire qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients là ou... Oui, bien sûr, il y a plus d'avantages vu, bien entendu, la surface de représentation et de gestion que représente une société de gestion collective de droit. C'est ça. Et alors, troisième point qui pousserait quelqu'un, donc un artiste à créer son label, c'est évidemment aussi de pouvoir labelliser à un moment donné d'autres artistes que lui-même. Ça, il pourrait peut-être éventuellement le faire plus tard. Alors, effectivement, et puis ça relève de la pure discrétion de la personne de décider d'étendre ses activités. On commence peut-être par procéder à des enregistrements pour soi-même, et puis ensuite, pourquoi pas, pour ses amis artistes, et plus si affinité, ça peut devenir une véritable affaire. D'accord. Et alors, mmh, est-ce qu'il est, conseillé de créer son propre label uniquement à partir d'un certain moment? Donc, à partir du moment où on gagne un certain montant, mensuel suffisant, comme par exemple, bon, j'ai entendu qu'il fallait minimum 1 500 € par mois, mais je ne sais pas. C'est une question, qui me semble assez importante Hem, parce que si on crée son propre label, mais qu'on gagne pas en qu'on a que des petits contrats, d'artistes ponctuels, à gauche, à droite, ça vaut pas vraiment la peine, je pense. Dis-moi? Je crois qu'il n'y a pas de liaison directe ou évidente entre un montant financier, pressenti d'ailleurs, parce que par hypothèse, on se situe au départ d'une activité, on procède par de premiers enregistrements, on décide de les signaler sous un certain label, et on peut développer d'ailleurs cet aspect. Et à ce stade-là, il n'y a pas encore réellement ces revenus. À ce stade-là, on ne sait pas encore exactement s'il y a 1 500 € par mois, plus ou moins. On est donc en amont de ce type de considération. En réalité, la création d'un label, ce n'est rien d'autre qu'une étiquette, comme le nom l'indique, une marque, un oui. signe. Et donc, à ce stade-là, ce n'est pas encore un véhicule qui permet d'optimaliser éventuellement la perception de revenus. D'accord. Ouais. Et donc, OK. si je vais plus loin dans l'explicitation de ce qu'est un label n'est qu'un signe, une étiquette, ce qu'on appelle peut-être un signe distinctif, et il n'est jamais rien d'autre, peut-être qu'un logo que l'on peut apposer sur une bande, un enregistrement pour commencer, et ensuite ses premières reproductions, les premières duplications. À ce stade-là, le label existe, il est un signe, il identifie l'origine de ces enregistrements, mais il n'est pas plus, il n'est pas nécessairement une société, il n'est pas D'accord. Ah ouais, nécessairement une association, voire d'accord. une fondation, il n'est pas nécessairement ni l'un ni l'autre,
bien sûr, il y a quelqu'un qui en possède les droits, mais il n'est rien d'autre qu'un signe. Posséder D'accord, ces droits peut se faire en personne physique, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une structure du tout. On peut d'accord. conserver son statut de personne physique, de particulier, Ouais, et on n'est pas nécessairement encore d'ailleurs à ce stade-là, au tout départ, on n'est pas encore nécessairement une entreprise non plus, parce qu'on peut le d'accord. faire à titre de hobby, beaucoup le font, à titre occasionnel, on n'est pas encore une entreprise, on n'est pas encore assujetti à toute la lourdeur administrative de gestion et fiscale également que cela pourrait impliquer. Finalement, on peut être un label par hobby. D'accord, mais et à partir de ce moment-là, quand on a, juste cette étiquette, donc et qu'on fait ça par hobby, comme tu dis, est-ce que ça permet d'avoir les facilités qu'on a, de ce qu'on enfin les facilités d'avoir un label? Donc c'est-à-dire qu'un label, arrête-moi si je me trompe, permet justement d'avoir accès, à une distribution physique, par exemple, dans les magasins, ou d'avoir d'autres, facilités que, moi, en tant que, personne physique sans label, je ne pourrais pas faire. Alors oui et non, c'est-à-dire que il y a des types d'aides, il y a des types de soutiens qui proviennent évidemment d'organismes publics, mais ces soutiens, selon le cas, selon les règles, peuvent être offerts tant à des particuliers, des personnes physiques, qu'à des entreprises ou à des associations. Et donc tout dépendra du type de soutien et d'aide. Donc en soi, le fait d'être un particulier ou d'être déjà structuré sous forme d'une société ou d'une association ne change pas la donne. Ça, c'est pour les aides, le soutien, les subsides, le support. Donc, ce n'est pas tant la forme qui va conditionner le soutien ou l'aide financière. Ouais, là, je parlais pas tellement de l'aide financière, mais c'est bon de le savoir, mais c'est parce que je pense que, j'avais dans l'idée que, un label permettait, d'être, enfin, il y a 3 casquettes, hein. Il y a producteur, éditeur, distributeur. Je ne sais pas, est-ce que, le label, va te permettre bon, producteur, on peut déjà l'être en tant qu'artiste, sans avoir aucune, étiquette, marque, label, quoi que ce soit. Quand on finance son projet soi-même, ben, on est producteur et on peut s'enregistrer d'ailleurs, à la CIMIM, en tant que producteur, donc en Belgique, hein. Hem Mais, par exemple, pour être, heu éditeur, non, distributeur, pardon, donc pour pouvoir distribuer sa musique, est-ce qu'il faut un label? Pas numérique, hein, mais physique, quoi, par exemple. Non, absolument pas. Moi, j'avais D'abord, il faut entendu. rappeler. J'avais entendu que la Fnac, par exemple, ce genre de choses, enfin, ne traitait qu'avec, enfin, n'allait pas traiter avec des personnes, physiques, mais, avec une marque ou un label, par exemple. Alors là, tu touches effectivement une autre question qui est celle de l'intensité dans l'exploitation. Mais Oui, en soi, le principe qui prévaut, bien entendu, c'est la liberté totale. Donc, on ne doit pas nécessairement être structuré sous une forme ou sous une autre. Très pratiquement, on peut être producteur personne physique, on peut être distributeur personne physique, on peut être éditeur personne physique. Mais d'accord. il est évident que pour faciliter l'exploitation, certains acteurs, et tu cites des acteurs de la grande distribution, par exemple, bien Ouais, entendu, ne peuvent pas se permettre, ne souhaitent pas se permettre, quoi qu'il y a des exceptions. On OK, connaît des cas d'artistes qui ont pu, mais c'est assez confidentiel, bien entendu, solliciter une FNAC en particulier et pouvoir y ouais, déposer certains produits d'accord. culturels, mais c'est très ponctuel évidemment. Donc bien sûr Oui, que pour faciliter cette gestion, les grands acteurs souhaitent avoir des interlocuteurs d'une certaine taille ou d'une certaine fiabilité ou organisation. d'accord. C'est selon. Ce sera la même chose évidemment dans la grande distribution commerciale où il y a de temps en temps ce genre de produits culturels que l'on peut retrouver. Mais Mmh. rien n'empêche que dans un Leclerc culturel en France ou dans une Fnac ponctuelle en Belgique, et ça c'est déjà vu, on y trouve un produit local, tout comme on peut trouver dans la grande distribution alimentaire un rayon
localement avec les produits locaux. Et on voit à ce moment-là qu'on a parfois le fermier local, je caricature à peine, qui vient apporter et distribuer ses produits. C'est la même chose, évidemment, en matière culturelle. Donc, il n'y a pas d'obligation. Maintenant, si tu poses cette question de l'efficacité, ça suppose évidemment une ambition beaucoup plus importante. Si cette ambition est là, oui, peut-être qu'il va falloir passer par un distributeur qui a pignon sur rue, mais dans ce cas-là, on se renseignera et qui aura déjà ces bonnes entrées auprès de la distribution, auprès de la FNAC, le cas échéant, et dont on sait que grâce à ces bonnes entrées, il pourra placer certains de ses produits. Il ne faut pas se leurrer, ça ne va pas nécessairement vouloir dire beaucoup. Ce sera peut-être placer un ou deux produits par FNAC grâce à ces bonnes relations et pour commencer. D'accord, donc même si on a son propre label ou alors même si on l'a créé en tant que société ou association, ça reste une question de relationnel et de commercial. Absolument, absolument. Et là, tu touches effectivement peut-être au nœud de la question lorsqu'il s'agit de développement, lorsqu'il s'agit, je l'ai dit, d'ambition. Euh, Tout est affaire de réseau. Et si D'accord. tu me poses la question de savoir si il y a finalement un intérêt et quand va-t-on plutôt opter pour des contrats de production, s'adresser à un autre label, des contrats de distribution, donc s'adresser à des tiers plutôt que de le prendre en charge soi-même, parce que tout le monde peut le prendre en charge soi-même. Il s'agira effectivement de délégation et de considérer qu'à un moment donné, on n'a pas le temps, peut-être pas le savoir-faire non plus, et on n'a certainement pas les réseaux, on n'a certainement pas les contacts. Et c'est plutôt une question effectivement de temps, de réseau, de contact, parfois d'expérience, qui va déterminer l'artiste à sauter le Ouais, pas et à quitter ce dont je parlais initialement, à quitter ouais. ce souhait de maîtrise, à abdiquer, à céder une partie de cette maîtrise et de ce contrôle au profit d'une structure plus importante, mais plus organisée et qui aura plus de temps et plus peut-être de savoir-faire à y consacrer. Oui, c'est ça. D'accord, d'accord, d'accord. Euh, ok, donc il n'est pas nécessaire. À partir de quel moment est-il nécessaire de créer une société pour qui sera le label, la marque? Alors, il n'est jamais nécessaire de créer une société, mais on peut le faire. Au fond, comme dans tout domaine économique, la création de la société se justifie par la volonté de limiter sa responsabilité. On D'accord. transfère l'essentiel des responsabilités euh, à la société qui sera créée, à la structure qui sera créée, ou une association. Ça peut être aussi une association sans but lucratif si on répond aux conditions qui président. Ça peut être donc une autre structure qu'une société. Cette question de responsabilité peut tarauder certains en se disant qu'au fond, à un moment donné, on peut avoir procédé à des investissements, mais ne plus pouvoir assumer ces remboursements, ne plus pouvoir assumer tout ce que cela implique. On peut également prendre certains risques dans la vie économique à tout moment, dans les actes que l'on pose, et on souhaite peut-être ne pas en être tenu personnellement. Dans ce cas-là, on va opter pour la création d'une structure qui va en dégager le fondateur. Et ce sera probablement une société ou une association sans but lucratif. Une société comme la SRL, donc la Société à responsabilité limitée, puisque aujourd'hui, la mise de départ dans une SRL n'est plus celle d'hier, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette contingence financière identique à celle qu'il y avait avant. Pour autant qu'il y ait un plan financier et un bon plan financier, un plan financier solide qui soit déposé et qui, lui, va engager tout de même pendant un certain temps, en tout cas pendant 3 ans, la personne, le fondateur de la société. Et dans ce cas-là, on pourra décider de transférer ses droits ou de transférer en tout cas la gestion de l'exploitation artistique à la société. D'accord. C'est bien parce qu'on répond déjà au comment faire. Qu'on a parlé des sources de financement et de la SARL. La SRL, on y reviendra. Ok. Ce que je voulais savoir, c'est
finalement, à part la liberté, parce que, bon, si on crée une SRL, évidemment, il faut une gestion comptable aussi c'est comme que quand on a une société, hein, donc créer une société, c'est pour se déresponsabiliser, si j'ai bien compris. Mais bon, si on est seul dans le navire, ça vaut peut-être pas la peine, effectivement, de créer une société pour se déresponsabiliser enfin, je comprends s'il y a d'autres personnes, éclaire-moi, hein, si je me trompe, mais si on est seul, comment est-ce pourquoi est-ce qu'on devrait se protéger, par exemple? Alors, je pense que clairement, tant que les activités relèvent du hobby ou de l'activité occasionnelle, il n'y a pas d'impératif à création d'une structure, parce que toute structure suppose tout de même des coûts. Il y a évidemment la constitution par acte notarié de la société, par exemple. Donc, il y a les coûts du notaire. Il y a évidemment, et ce sont des coûts légers, l'intervention bancaire le cas échéant. Il y a surtout le coût du comptable, qui n'est pas nécessairement très lourd, mais qui existe quand même. Et puis, à un moment donné, assez vite, il y a évidemment la gestion fiscale, et je pense à la TVA. Et il y a là une gestion aussi rigoureuse à avoir, et ça suppose que le comptable s'en charge. Donc, il y a aussi ces coûts, et pas uniquement ceux du dépôt d'une déclaration fiscale ou de l'établissement d'une comptabilité en soi. Il y a également la gestion de la TVA. Donc, tant que c'est occasionnel, tant que c'est relativement sporadique, qu'en tout cas c'est du domaine du hobby, on n'a pas ces contingences-là, on n'a pas ces frais-là. Au fond, pourquoi constituer une entreprise, puisque on peut très bien ne pas en être une. On ne doit pas être immatriculé à la Banque Afro des entreprises dans ce cas-là. Et jusque-là, si l'on devient un label, c'est-à-dire que l'on intensifie l'activité de production, ce signe-là du label identifie des activités de production, c'est-à-dire des activités d'investissement, de financement, d'enregistrement. Si cela devient quelque chose qui devient récurrent, ça devient probablement quelque chose de professionnel. Si ça devient professionnel, on est une entreprise, on doit être immatriculé à la Banque Afro des entreprises, on doit satisfaire aux obligations en matière de TVA, on doit, de toute façon, qu'on soit personne physique ou pas, on doit probablement être assisté d'un comptable, peut-être même, dans certains cas, d'un avocat, en tout cas de temps en temps, pour avoir un avis, un conseil préventif. Et tout ceci représente une relative lourdeur. Mais ce pas peut être franchi dès qu'on a un peu plus d'ambition, un peu plus d'activité, ou qu'on est contraint de le faire, parce qu'on n'est plus dans le hobby, on commence à retirer des revenus réguliers de cette activité. Dans tous ces cas-là, il y aura pour la première fois la question de savoir si on le fait en société ou pas. Et là, je dirais que c'est en fonction des attentes de l'exploitation. Si c'est une petite exploitation qui va rester mineure pendant un certain temps, on attend, on ne se précipite pas dans la constitution d'une société, certainement pas. Et d'ailleurs, en outre, on peut encore faire autre chose. On peut aussi avoir des activités au nom et pour le compte d'une société à constituer. Si, dans un délai raisonnable, cette société est constituée, qu'on informe chacun qu'on agit au nom et pour le compte d'une future société, on a encore cette marge avant de la constituer réellement et de procéder peut-être aux premiers investissements relatifs à sa constitution. D'accord, d'accord. Et donc tu dis qu'il est intéressant de créer donc cette société quand ça ne devient plus un hobby. À partir de quel moment est-ce que tu considères que quelqu'un qui fait de la musique, donc quelqu'un qui se lance, qui travaille de manière ponctuelle via la Smart par exemple, à partir de quel moment est-ce que tu considères que ce n'est plus un hobby et que ça devient professionnel? Il y a plusieurs critères. Il n'y a pas réellement un canevas objectif avec des critères et des paliers ou des plafonds qui font qu'à un moment donné, on est certain du diagnostic. Mais en gros, il s'agira d'une activité qui devient récurrente, donc qui n'est plus occasionnelle, je l'ai dit. Le critère est assez subjectif, j'en conviens. Certainement pas dans les premiers mois, bien entendu. On est encore en phase de test, les choses ne se décantent pas encore à ce moment-là. Et ensuite, on regardera le montant des revenus,
le chiffre d'affaires en quelque sorte. S'il Voilà. devient fort important, on ne peut pas donner réellement un chiffre. Certainement pas dire qu'il s'agirait de 1 500 € par mois ou pas. Ce chiffre est tout à fait, à mon sens, arbitraire parce qu'il faut regarder en fonction de chaque cas d'espèce. Mais parce qu'on peut très bien avoir une utilisation de hobby qui fonctionne par chance et qui génère énormément de revenus, mais qui reste un one-shot total et qui ne présume pas d'une volonté de professionnaliser les choses. Voilà, c'est un coup de bol. Je ne suis pas convaincu que dans ce cas-là, on serait dans une activité professionnelle qui supposerait une gestion plus lourde. Par contre, on pourrait imaginer des revenus beaucoup plus importants, mais suffisamment récurrents, réguliers, pour considérer que la personne, comme par exemple les personnes qui vendent des objets sur eBay, à un moment donné, vont être considérées par le fisc, par les autorités, non plus comme des personnes qui gèrent leur patrimoine en bon père de famille, par exemple, mais comme de réels professionnels. C'est un petit peu la même chose. Elles vont peut-être vendre 20 fois, 30 fois, 50 fois un objet de très peu de valeur, mais à un moment donné, les autorités, à tort ou à raison, vont considérer qu'elles sont passées dans une activité qui devient régulière et qui est celle peut-être d'un marchand professionnel. Je crois que c'est la même chose dans le domaine de l'activité artistique. Tout dépendra, bien entendu, d'une répétition et peut-être d'une certaine organisation. Quand on devient un peu plus organisé, peut-être qu'on passe le Rubicon et qu'on devient un professionnel. D'accord. Et donc, on entend hein, qu'il y a de plus en plus d'artistes qui pensent à créer leur propre label, hein. C'est surtout le cas dans le rap, j'ai l'impression. Hem, qu'est-ce que, hem, donc au-delà de la liberté financière, toi, tu dirais qu'il faut, créer son label. Je reviens à cette question parce que je c'est vraiment une question que moi-même je me pose, que moi-même je me pose en fait, c'est de me dire: «Bah, tiens, est-ce que j'irais plutôt vers un label?» Mais alors ça veut dire qu'effectivement je cède mes bandes, hein, on parle toujours de bandes aujourd'hui et que, je apparemment je toucherais, enfin ça dépend du label de nouveau et des conditions du label, mais j'aurais 10 des recettes ou des revenus en tout cas, par rapport à, mon activité et ma création artistique. Mais d'un autre côté, j'aurais effectivement l'aura du label, le fait ils ont plus de temps comme tu dis, qu'ils ont, le réseau et cetera. Hem, heu voilà, c'est une question que je me pose parce que je me dis: «Tiens, est-ce qu'en tant qu'artiste, qui veut se faire, qui veut se développer, est-ce que c'est intéressant? Ou est-ce qu'il vaut mieux faire comme Pauline Croze, par exemple, qui est une artiste qui a déjà fait plusieurs albums et qui, en fait, elle dit: «Voilà, moi je n'ai pas la vitesse de création qu'exige un label», puisque un label, bon, tu as des échéances, dans le temps pour créer, pour sortir et concrétiser, des albums ou des singles, et elle dit que voilà, qu'elle a un rythme qui est peut-être un peu plus lent et que donc elle veut avoir cette liberté-là. Et effectivement, elle va maîtriser un petit peu plus le côté financier. Mais moi, ce qui reste flou là-dedans, c'est aussi ce côté financier. Qu'est-ce qui définit, cette maîtrise, financière? Qu'est-ce qu'on va maîtriser davantage en fait? Voilà, c'est un peu une question un peu, générale, mais Oui, au cœur du sujet. Quand je parlais de maîtrise et de contrôle, je visais deux types de maîtrise et de contrôle. Mmh. Certes, la maîtrise ou le contrôle financier, on y reviendra, mais essentiellement d'abord la maîtrise et le contrôle de type moral, de type décisionnel. Et c'est très différent. Et c'est probablement beaucoup plus important pour l'artiste Mmh. et à tout moment de sa carrière, c'est-à-dire décider des formes de l'aboutissement d'un enregistrement est une décision cruciale pour l'artiste. Et on sait que, bien entendu, lorsque vous signez un contrat d'artiste ou de production
avec un label, ce qu'on appelle un label, donc une maison de disques, donc un producteur, qu'on appelle un producteur exécutif. Ce producteur exécutif va très rapidement se muer en producteur artistique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va considérer que tel ou tel type d'enregistrement n'est pas abouti. Il va parfois imposer des intervenants dans l'enregistrement. Je pense à une autre orientation artistique de cet enregistrement avec des adjonctions ou des soustractions d'instruments, d'instrumentistes, d'intervenants dans l'enregistrement, mais aussi au niveau des arrangements. Donc, il y aura probablement des interventions. Et à tout stade, ensuite, une fois que l'enregistrement sera terminé et en supposant qu'il y ait une agréation de l'artiste et du producteur du label sur cet enregistrement, toutes les questions de la promotion, de la diffusion vont seulement commencer. Et on le sait, il peut y avoir énormément de différends entre un artiste à tout moment et son label sur la manière de diffuser et certainement la manière de promotionner avec de nouveau quantité de discussions. Ça peut aller très loin, en ce compris parfois sur les mentions même, sur le produit culturel, sur le disque ou sur l'enregistrement, sur la manière dont il sera présenté sur les réseaux, mais aussi le nom parfois même de l'artiste qui, parfois, un label estime que voilà, il faudrait peut-être le modifier légèrement. Il faudrait également que tu fasses des featuring et peut-être que les featuring, l'artiste n'est pas d'accord avec cela. Donc, il y a énormément sur l'habillement, sur le comportement aussi de l'artiste. Donc, le label, par rapport à tout cela, tentera d'interférer en ayant sa propre logique, qui est une logique commerciale et qui n'est pas nécessairement une logique artistique. En tout cas, qui ne rejoindra pas nécessairement la logique de l'artiste. Et donc, quand je parlais de contrôle et de maîtrise, je visais bien entendu tout cela qui n'est pas du domaine financier et dans lequel il y a énormément dans la pratique de points d'achoppement possibles. Ça s'appelle du conflit d'intérêts que l'on retrouve évidemment dans tout domaine. Ensuite, la maîtrise et le contrôle financier peut-être se résumer à ceci. Vous avez une enveloppe de 100% qui sont les 100% des revenus que vos créations, vos interprétations d'artistes vont générer. Au départ, il y a forcément 100%. Sur ces 100%, effectivement, on peut imaginer qu'il y aura une très très faible rétrocession au profit de l'artiste s'il y a une multiplication des intervenants. Et si on signe un contrat avec un label, si on signe un contrat de production, un contrat d'artiste, eh bien, on va céder l'intégralité de ses droits à rémunération au départ, on va céder l'intégralité de ses 100% de droits et on recevra seulement, entre guillemets, en contrepartie, un petit pourcentage. Donc, vous vous dépossédez de tout. Et voilà évidemment comment vous en perdez la maîtrise, la financière. Et qu'allez-vous recevoir? Et on sait que dans les contrats de production, les contrats d'artistes, il s'agit de quelques malheureux petits pourcents qui vont vous être rétrocédés. Donc, vous cédez les 100% de droits à rémunération pour ne pouvoir en obtenir en contrepartie, en rétrocession, en contrepartie du travail évidemment et de l'investissement bien sûr du producteur, du label, que quelques petits et malheureux pourcents. Voilà l'autre perte de maîtrise et celle-là, elle est financière. Donc si je comprends bien, donc il vaudrait mieux donc choisir très, très bien choisir son label puisque il y a chaque label a sa propre logique et peut, de manière commerciale avoir, enfin je vais pas citer de nom, mais il y a en chanson française, par exemple, il y a des labels où il y a un certain type d'artistes qui vont aller plus que d'autres et donc si on sait qu'on est dans ce genre d'artiste-là, on va peut-être être plus respecté dans justement le côté artistique de la chose. Hem, donc je pense que si on fait ça, je pense que c'est important en tout cas de bien choisir, son label, j'ai l'impression. Absolument, tu touches réellement à la question qui va se poser et il faudra investiguer, il faudra se renseigner, ce qui n'est pas toujours très compliqué. Ce qui est très difficile par contre, et ça arrive très souvent avec des labels naissants, de jeunes maisons de production,
jeunes producteurs enthousiastes. Évidemment, on n'a pas à ce moment-là la possibilité d'une vérification, d'une investigation. On peut juste compter sur les bonnes volontés des uns et des autres d'ailleurs. Mais le contrôle préalable, préventif à cet égard, est effectivement très utile. Et tu me permets peut-être, si tu me le permets, d'aborder là le conseil qui serait peut-être le mien et que je constate issu de la pratique. Là, peut-être qu'une des solutions, mais elle est très difficile à satisfaire, c'est de trouver un manager, c'est-à-dire un bon agent d'artiste. Ça existe en Belgique, ça, les agents d'artistes? Bien entendu, ça existe partout, mais il est excessivement difficile. Et là, les demandes d'artistes remontent en permanence. À qui s'adresser? Connaissez-vous un bon agent? C'est très difficile. Il y en a. Et de toute façon, la fonction est disponible. Donc, tout le monde peut, à un moment donné, s'y lancer et tâcher de le faire de la manière la plus efficiente, la plus professionnelle possible. Mais le rôle de l'agent, souvent, va permettre d'obtenir des résultats immédiats ou à moyen terme, et même évidemment sur le long terme, qui sont équivalents ou supérieurs à l'intervention d'autres tiers. Parce que cet agent, finalement, va chercher des contacts, des relations, des contrats, des opportunités artistiques et commerciales. Il va le faire comme, au fond, un éditeur est censé le faire et ne le fait pas toujours ou ne le fait pas souvent, comme un producteur est censé le faire et ne le fait pas toujours non plus, en tout cas idéalement, ou sinon en complément. Et donc, tu me permettais de peut-être avancer cette suggestion, de voir si au fond, avant même de signer quoi que ce soit, avant même de décider quoi que ce soit, et notamment de décider, je monte un label, je ne le fais pas, je signe avec tel label, je ne le fais pas, de commencer peut-être, même si cela peut aussi avoir un coût, il faut le maîtriser bien. Il faut bien être prudent par rapport également à la signature du contrat avec l'agent, ou l'absence même de signature d'ailleurs. Il faut être très très prudent avant de commencer la relation. Mais là, je dirais qu'un conseil préventif peut être utile. Il vaut mieux venir te voir à ce moment-là. Ou un de mes collègues qui serait évidemment versé particulièrement dans le droit à la fois de la musique, du divertissement, mais aussi le droit de l'intermédiation commerciale. Il s'agit ici d'un intermédiaire commercial. Mais cet agent-là, et c'est son rôle, va parfois sélectionner, faire le tri entre les labels, entre les possibilités qui s'offrent à l'artiste précisément, et va parfois permettre d'éviter ces erreurs que pourrait commettre l'artiste sans agent, sans conseiller. En fait, c'est un conseiller. Attention qu'évidemment, il est rémunéré, et donc il y aura une prudence avant de s'engager dans la relation avec lui. Ça, c'est super intéressant. Voilà, ça c'est génial comme type, comme petit tuyau, ça c'est top. Voilà, si je pense que voilà, du coup, là tu me touches dans ta réponse, parce que je me pose vraiment cette question moi-même, puisque je vais lancer un album bientôt de nouveau. Et là, ça me paraît vraiment intéressant en fait de me dire, bah oui, je vais peut-être, avant de peut-être de créer mon propre label, ou de me lancer dans un label, peut-être d'avoir un agent. Mais alors, effectivement, il faut trouver le bon agent. Et alors, tu parles d'agent. Je sais que la fonction d'agent se mélange aujourd'hui un petit peu avec celle d'attaché de presse. Est-ce que toi, tu fais la différence? Est-ce qu'il y a des attachés de presse qui sont agents, ou est-ce qu'il vaut mieux prendre un agent, pur agent? Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que alors les fonctions sont distinctes tout de même. Généralement, l'attaché de presse intervient plus ponctuellement, et c'est un contrat de commande, un contrat d'entreprise où on lui demande quelque chose de très particulier qui est assez défini, une mission qui est déterminée dans le temps et dans son objet, et un montant qui est forfaitaire. Et voilà. En principe, il n'est pas un intermédiaire commercial, et il vaut mieux qu'il ne le soit surtout pas. Et donc, ça coûte au total peut-être moins cher. On négocie raisonnablement un montant et on compte sur son professionnalisme, son allant, son dynamisme et son expérience.
Et ça s'arrête là. Et ça peut couvrir des montants parfois très très bas pour une mission très utile s'il a bien un portefeuille de relations important dans la presse, par exemple. Voilà. Ça peut en soi déjà, à faible coût, générer beaucoup de résultats. Parce qu'évidemment, comme il n'est pas rémunéré comme agent commercial, comme intermédiaire commercial, mais qu'il aura fait un travail de porter la bonne nouvelle, de porter la création, porter l'interprétation auprès des tiers, en tout cas indirectement, grâce à la presse, grâce à des moyens de promotion, il aura permis d'attirer l'attention sur la création ou l'interprétation. Il aura permis cela et viendront des propositions qui seront directement adressées à ce moment-là à l'artiste. Donc, c'est pas mal. C'est peut-être un bon début, un bon commencement. Il n'est pas donc nécessaire ou indispensable d'avoir un agent artistique pour commencer. Par contre, l'agent artistique, lui, va aller potentiellement plus loin, bien sûr, puisque lui ira solliciter et essayer de ramener des contrats, des opportunités. Il ira solliciter, alors soit des labels pour essayer et faire jouer des enchères d'ailleurs, dans ce cas-là, soit éventuellement des éditeurs, mais ça c'est autre chose et la relation d'édition est très particulière, ça nécessiterait une question de réponse particulière. Oui. Soit, surtout, et ce qui est le plus rémunérateur aujourd'hui, évidemment, à part les prestations scéniques, pour les artistes, soit évidemment des utilisations dérivées, des utilisations de synchronisation dans la publicité, dans les œuvres audiovisuelles, dans les films, les courts-métrages. C'est évidemment cela, et surtout le domaine de la publicité, bien sûr, qui aujourd'hui paye son artiste. D'ailleurs, énormément d'artistes en Belgique et ailleurs ont une activité sur le côté qui consiste à faire des jingles, faire du soundtrack ou eux-mêmes, avec leurs petites mallettes et leurs enregistrements, vont démarcher des producteurs audiovisuels ou des diffuseurs de radiodiffusion pour aller plus loin et essayer de trouver ces revenus-là, qui sont ceux qui payent son artiste aujourd'hui. D'accord, oui. Oui, ce qui paye un artiste aujourd'hui, c'est surtout la diffusion radiophonique, les goodies éventuellement, mais la diffusion numérique, il faut déjà un paquet de visionnage ou d'écoute pour tout ce qui est plateforme telles que Spotify ou alors ou tout ce qui est YouTube, etc., hein, je pense. Hein. Oui, il faudra pas compter évidemment sur le streaming, notamment pour pouvoir tirer des revenus, c'est une évidence. Par contre, réussir, évidemment, en chanson française, c'est compliqué, mais réussir à placer quelques notes, quelques interprétations dans un jeu vidéo signifie évidemment beaucoup. Oui, là, tu parles de la synchro, donc c'est la synchronisation de la musique avec les images. Donc ça, c'est placer la musique dans un film et une série, une publicité, un jeu vidéo, ce genre de choses, quoi. Et ça, c'est l'objectif de l'éditeur, ça, si je ne me trompe. Pas nécessairement. On sait que, alors c'est vrai que l'éditeur est censé le faire, mais on a énormément d'éditeurs passifs. On a majoritairement des éditeurs passifs. Et donc, je disais que l'édition justifierait une question-réponse en soi. Attention, l'édition est vraiment le domaine pour lequel il faut être extrêmement prudent, attentif et ne pas se laisser faire. Bien sûr, la pression sera là. Systématiquement, on est dans l'antagonisme pur. Et l'incompréhension totale d'ailleurs. Systématiquement, le label, le producteur, va demander ou vouloir obtenir les droits d'édition ou une partie des droits d'édition, alors que ce ne sera évidemment pas du tout ou pas nécessairement l'intérêt de l'artiste. Et là, donc, tu parles du producteur qui peut être le label. Voilà, le label qui effectivement aura soit, s'il est assez important, si c'est un acteur important, il aura une société sœur, une structure sœur qui s'occupe d'édition, ou alors il sera lui-même à la fois producteur et éditeur et il fera, je n'aime pas le mot, il est trop fort, le chantage entre guillemets, mais c'est plutôt la proposition très soutenue avec très pressante de dire je veux bien être votre label, je veux bien faire en sorte que le produit soit mis sur le marché,
je veux bien financer vos enregistrements, mais je dois également, via une structure sœur ou via moi-même, avoir une autre casquette et être l'éditeur parce que vous comprenez, etc. etc. Pourtant, les rôles sont distincts. Pourtant, le producteur est censé avoir sa rémunération sur le contrat de production lui-même et non pas dépendre d'autre chose. Et enfin, on est bien dans une confusion des genres. Et enfin, et ça c'est un débat sans fin aujourd'hui, mais on peut se poser la question de la pertinence encore du modèle d'édition hérité du XXe siècle tel que nous le connaîtrions alors aujourd'hui au XXIe siècle. D'accord, d'accord. Ok, alors d'un point de vue très très concret, pour créer son label, comment faire? Comment est-ce qu'on crée son label et comment est-ce qu'on doit donc on doit déposer la marque quelque part? Comment ça se passe? Alors, très facile, donc le label sera un signe distinctif qui va distinguer l'origine de l'enregistrement ou de l'exploitation des enregistrements. C'est ça un label, c'est une étiquette. Et ce signe sera un signe verbal, bien sûr, très probablement, et peut-être et probablement également un signe graphique. Donc, il sera probablement mixte, complexe, à la fois un logo et dedans, et accompagnant le logo ou en dehors du logo, parfois un signe verbal. Donc, il suffit, entre guillemets, de créer ce nom, ce terme, ce signe, qui est à la fois verbal, bien sûr, et puis qui sera également probablement graphique, à vos pinceaux. Et une fois que c'est fait, il est conseillé, il n'est pas obligatoire, il est conseillé de le protéger comme marque. Pour le protéger comme marque, c'est très facile, mais cela a un coût, parce que là, c'est formaliste. Il faut déposer la marque. On commence par son pays d'origine. Si on se trouve au Benelux, logiquement, on déposera une marque du Benelux, puisqu'il n'existe pas de marque belge, mais une marque du Benelux. Là, on a deux possibilités, à nouveau. Soit on le fait soi-même, on peut le faire soi-même. Ça peut se faire soi-même auprès de l'Office des marques du Benelux, l'OBPI. On aura à ce moment-là pour une classe de produits et de services. Si par exemple on vise la classe 41, qui est la classe des activités, qui vise les services d'activités culturelles dans le domaine du divertissement, par exemple, on en aura pour à peu près 240 € de taxes pour une protection de 10 ans. Bien sûr, dans ce cas-là, on n'aura pas un professionnel qui aura déposé la marque et peut-être qu'il y a des questions qui se posent, ça peut être un petit peu plus propre, un petit peu mieux d'avoir un agent, ce qu'on appelle un agent, qui permet tout de même que le dépôt soit un peu mieux fait. Donc, on peut solliciter cet agent. Je suis notamment également mandataire en matière de marque en tant qu'avocat, comme tout avocat d'ailleurs peut l'être. On peut s'adresser à n'importe quel membre, par exemple, de l'association Benelux du droit des marques, où il y a énormément de très bons professionnels qui font cela. Le coût est un peu plus élevé, puisque forcément, il y aura le coût du service en plus. Donc là, j'ai donné le coût de la taxe. La taxe, il n'y a pas de mystère. Pour une classe de service, après, il y a des suppléments possibles. Mais une classe de service, on est à peu près à 240 € pour une marque de 10 ans au Benelux. Si on fait appel à un professionnel pour le dépôt de la marque, on sera dans des montants qui sont très variables. Ça dépend du professionnel. Vous verrez que les tarifs ne sont jamais affichés sur Internet non plus. Donc, il faut demander avant un devis, il faut demander quel est le coût. Et les coûts vont s'étaler, je dirais, usuellement dans la pratique, à peu près entre taxes comprises, donc la taxe de 240 € comprise, et hors TVA, attention, hors TVA, vont s'étaler à peu près entre, je dirais, 450, 500 € jusqu'à 800, 850 €. Voilà, ça dépend évidemment, il y a une grande marge là, ça dépend du professionnel. On peut s'adresser donc soit à un avocat spécialisé, soit à un mandataire qui ne fait que cela. Et il y a des sociétés qui ne font que ça, que du dépôt de marques. Et là, il y a un site internet qui est celui de l'association Benelux du droit des marques, qui est très bien fait avec tous les professionnels au Benelux qui s'en chargent et qui sont rodés pour cela. Super, c'est super. Ok. euh, Ok, donc là on a répondu effectivement à comment, quel est le coût, etc. Euh,
toi, personnellement, sans citer de nom, tu connais des personnes qui ont créé leur propre label. Euh, est-ce qu'ils en sont contents? Est-ce que certains enfin, y reviennent? Enfin, je veux dire, ne sont pas contents et veulent revenir à un label classique, donc pas leur propre label à eux. Dis-moi. Énormément d'artistes qui ont fait le pas et de plus en plus et tous les jours. Je n'ai pas réellement connaissance d'artistes qui l'aient regretté. D'accord. Euh, on a par exemple le cas des artistes accomplis, réputés, et puis dont peut-être la notoriété un petit peu pâlit avec le temps, et qui sont des artistes des années 70, 80, 90, voilà, et qui, eux, en masse, ont compris à un moment donné que ils avaient bien donné, ils avaient beaucoup donné, ils avaient beaucoup perdu, et qu'au fond, maintenant, plus rien, une fois une certaine notoriété acquise, ne justifie encore de passer par un label. Et donc, ils montaient, entre guillemets, leur propre label. Ça s'appelle de l'autoproduction, tout simplement. Mhm. Ils comprenaient également que récupérer leurs droits d'édition à un moment donné, si c'était possible, si c'est légalement possible, avoir évidemment avec le cas échéant un conseiller avisé, était évidemment judicieux. On sait qu'un éditeur a l'obligation d'assurer l'exploitation permanente et suivie des droits dont il est éditeur, et que c'est rarement le cas. Et que donc, à un moment donné, il faut aussi se poser la question de savoir si on ne doit pas sortir de cette relation, même s'il y a un contrat, et récupérer ces droits-là. Donc, ceux qui ont fait le pas et qui sont redevenus, parce qu'ils l'étaient au tout début, qui sont redevenus leurs propres producteurs, leurs propres éditeurs, en général, ne l'ont pas regretté. Ça n'a pas nécessairement donné, mais en tout cas, ils ne l'ont pas regretté. Pas sûr que s'ils étaient repartis avec un producteur, un label, ça aurait donné mieux. On a quantité d'exemples d'artistes qui ont ressorti un album, des œuvres, des interprétations, et qui n'ont pas nécessairement eu de succès avec un gros label. Il y a énormément de flops sur le marché, donc ce n'est pas tant la question de la signature et du label qui fera le succès, me semble-t-il. Donc chacun peut opter soit dès le départ, soit dans une démarche de retour vers l'autoproduction, vers la création de son propre label, et on constate qu'énormément le font. Bien entendu, et vous l'aurez tout de suite compris, tout le monde n'est pas Stromae, et Stromae n'existerait pas sans Universal. Donc, on Mhm. voit que il peut y avoir, bien entendu, des avantages tellement plus importants à avoir un label, mais comme tout le monde n'est pas Stromae, la question ne se pose pas toujours. D'accord, donc je rebondis un petit peu là-dessus. Donc, ce qui pourrait donc pousser quelqu'un à créer son label, c'est que soit il veut avoir plus de liberté financière, ou soit plus de liberté artistique, mais c'est aussi parce qu'il peut ne plus être assez bankable, on peut dire ça, pour un label. C'est possible aussi ça? C'est possible, il est évident qu'on n'est pas toujours la priorité, c'est normal. Et à un moment donné, il y a un effet d'usure aussi. Il y a de toute façon cette déperdition, et le mot de déperdition est important. C'est vraiment une Ouais. déperdition quand vous partez de 100% de droit et que finalement il vous en reste 3, 4, 5, 6%. Vous voyez bien que cette dilution importante, qui Mhm. parfois se justifie tout à fait, mais pose question, et que c'est une balance à faire, et qu'on peut se dire, certes, cette délégation, cette expérience que je n'ai pas va me servir, mais cette déperdition de revenus financiers, de return, n'est-elle pas trop importante? D'accord. Et alors donc, comment par quel, par quel organisme, passent, les droits quand on a un label? Est-ce que c'est par son j'imagine que c'est pas par son propre label, on doit passer par de nouveau une société collective de droits d'auteur comme la SACEM ou la SABAM par exemple, quand on a son propre label. Comment ça se passe? Oui, alors il est
devenu inévitable d'être affilié, en tout cas en tant qu'auteur, à une société de gestion collective de droits d'auteur, par exemple à Sabam en Belgique, pour la musique. Pour les artistes-interprètes en Belgique, on pense bien sûr à Playwright, qui s'appelait Uradex précédemment. Et tu l'as dit, pour les producteurs, qui peuvent être des producteurs personnes physiques d'ailleurs, mais les producteurs, donc ceux qui Tout à fait. financent des enregistrements, on pense à la CIMIM, par Ouais. exemple, pour la Belgique. Ouais. C'est devenu quasiment incontournable parce qu'ils sont évidemment beaucoup plus puissants, ils ont des accords avec des sociétés sœurs où ils sont censés en avoir dans le monde entier, et que donc il y a une possibilité de perception des revenus des exploitations qui se font à l'étranger. Et ça, évidemment, ça n'a pas beaucoup de désavantages, ça n'a que des avantages, bien entendu. Mais il y a une profession émergente, de plus en plus présente sur le marché. Alors là, il faut être prudent aussi, mais il faut dire que ça existe. Il y a de plus en plus d'intermédiaires qui se posent en challenger des sociétés de gestion collective de droit et qui viennent dire, parfois à juste titre, parfois pas, parfois moins, qu'ils peuvent eux-mêmes, avec un mandat de l'artiste, aller chercher des droits que les sociétés de gestion collective de droit, soit par manque de temps, manque de clairvoyance, manque de personnel, peut-être, ou manque parfois d'allant, et ne vont pas chercher. Et parfois, effectivement, il y a des résultats. Alors, ils fonctionnent comment? Au mandat, à la commission, et ils disent, voilà, tout ce qu'on vous ramène, à côté, en plus, on prend 20% dessus, et c'est du boni pour vous. Voilà, donc il y a ces acteurs émergents qui sont souvent des petites structures, à bien vérifier, à bien contrôler aussi, bien s'entourer de conseils avant de contracter avec eux, mais ce sont des acteurs émergents que l'on ne peut pas évacuer d'un revers de la main. D'accord. Ok, mais donc moi j'ai bien compris pourquoi ne pas aller chez un label. C'est surtout la question financière, hein, finalement, et la liberté artistique. Mais ce que je n'ai pas encore vraiment bien saisi, c'est l'utilité de créer sa marque et son label, en fait. Puisque, en fait, en tant que personne physique, donc avec ton nom d'artiste, tu peux très bien avoir un agent et fonctionner comme ça avec les sociétés de collection des droits d'auteur. Donc, je comprends pas bien cet avantage de création de label, finalement, de son propre label. Dis-moi. Il y en a pas nécessairement un, puisque, à nouveau, comme le label n'est jamais que l'étiquette, le nom, le signe, mais le label signifie aussi, en principe, être producteur, producteur exécutif, être une maison de disques ou, en tout cas, l'entité, la personne qui va, sous ce signe, mettre le produit culturel, le produit artistique sur le marché et le porter à la connaissance du public et l'exploiter, le marketer, le commercialiser. Commercialiser des enregistrements, puisqu'on parle de musique ici. Et donc, la question se résume à savoir si ce sera soi-même, et forcément, on va à ce moment-là le labelliser, puisqu'il faudra trouver le nom, le signe qui identifie ça. Ce sera, par exemple, Guillaume Music Production. Voilà un label. Guillaume Music Production en sera un, tout simplement. Et il y aura peut-être un logo qui va l'entourer et le label est créé. C'est aussi simple que cela. La question, en réalité, derrière ça, c'est surtout de savoir si il y aura une entité Guillaume Music Production qui va financer les enregistrements. Après, ce sera sous ce signe, bien entendu. Et donc, qui va se présenter sur le marché, aux yeux des tiers, aux yeux du public, comme étant un producteur. Un label, c'est ça. C'est un producteur. Et la c'est maison disque, peut-être une maison disque qui sort un seul produit. C'est une maison de disque en ce sens. Et c'est peut-être alors du coup, c'est peut-être pour plus facile d'obtenir alors des aides à la création ou des aides, enfin des aides
des aides, peut-être pas à la création, mais des aides, parce que je sais que Pauline Croze avait dit que justement elle avait reçu pas mal d'aides, bah, oui, à la création de son label et au fonctionnement en fait aussi puisqu'elle elle a engagé, enfin, elle a plusieurs personnes, qui travaillent, pour elle, justement, dans son label. Est-ce que c'est pas justement un agent artistique et des personnes, je ne sais plus, il faudrait enfin, mais je sais que, ça c'est justement avoir cette étiquette, est-ce que ça permet plus ça? Oui, alors, à nouveau, il faut regarder les conditions de l'aide en particulier, puisqu'il y en a plusieurs types d'aides. Certaines aides vont être offertes pour le lancement, effectivement, d'un label, d'une maison de disques, d'une activité de production et de mise sur le marché de produits artistiques. Et en ce sens, bien sûr, il faudra pouvoir l'identifier et donc on va le labelliser, on va se présenter sous un certain label. Mais en Mmh. réalité, ça peut être soi-même en personne physique qui s'appelle et qui exerce sous le signe Guillaume Music Production. Le label est là. Et Guillaume Music D'accord. Production, ce sera en fait la personne qui est derrière et qui va s'adresser, par exemple, à la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre d'un programme de soutien à la création d'un label et qui dira, voilà, je suis un label émergent et je souhaite solliciter une aide. Si les conditions exigent qu'il y ait une forme de personne morale, par exemple une société, eh bien à ce moment-là, on se muera, le cas échéant, on se muera en personne morale, donc en société par exemple, ou en ASBL. Mmh. Mmh. OK. Et alors donc toi, qu'est-ce que, personnellement tu préconises? Est-ce que, moi par exemple, Guillaume Delopem, est-ce que tu me dirais: «Tiens, crée ton label» ou pas? Là maintenant, si moi je dois justement, me lancer, en tant qu'artiste, créer mon premier album, hem voilà, oui. Oui, c'est la question de l'autoproduction, de plus en plus le font. De toute façon, s'il n'y a pas d'offres intéressantes de la part de tiers, la question ne se posera pas. Comme la création artistique te sera chevillée au corps, tu voudras sortir le produit et forcément, tu n'auras pas d'autre alternative que de le faire en autoproduction et tu réfléchiras éventuellement à créer ton propre label plutôt que de dire, voilà, je suis un artiste, je m'appelle Guillaume Delopet, mais voilà mon produit, tu voudras peut-être trouver un autre nom et distinguer cela, parce que c'est une activité distincte que celle qui Oui. consiste à interpréter en soi ces interprétations. Donc, tu Mmh. voudras peut-être trouver ce nom qui serait, je disais, Oui. GMP, par exemple, pour Guillaume Music Production ou n'importe quoi. C'est peut-être plus facile, de se vendre en tant qu'artiste via, en fait, un label, Bien sûr. finalement. Bien sûr. Et ça te Mmh. permettra qu'un tiers, ton épouse, ton frère, un ami, un collaborateur, un bénévole, se présente et aux yeux des tiers, aille, le cas échéant, voir un représentant de la FNAC en disant voilà un produit local, est-ce qu'il y a moyen de le disposer à la FNAC Liège, à la Voilà. FNAC Bruxelles, à la FNAC Gand, et ce ne sera pas toi. Et Ça le il fait plus, viendra quoi. néanmoins sous l'étiquette GMP, Ouais. OK, là, label je émergent, label naissant. voilà. Là, Avec je prends premier produit, Guillaume Delopem, mmh le chanteur premier à succès du moment. Là, je comprends déjà beaucoup mieux l'intérêt, tout est beaucoup plus clair. C'est super, génial. Je te remercie. Bah, écoute, je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Parce que pour moi, en tout cas, là, maintenant, j'ai l'impression qu'on a fait, le tour de la question. dis-moi. Et que de l'enthousiasme, que des vœux de succès, et surtout, surtout, que toutes ces considérations, gestion, droit, n'empêchent, ne privent absolument personne dans le domaine de la création, de l'interprétation, à mettre à jour, à faire naître ce qu'on appelle des produits, mais il ne faut pas le prendre dans un mauvais terme, des produits culturels aujourd'hui. L'essentiel, c'est l'avènement de ceux-ci. Et ce sera le vœu conclusion, c'est qu'évidemment, permettez l'avènement, avenez, permettez
la naissance de ces produits et ne soyez surtout pas craintifs par rapport aux contingences qui entourent tout cela. Ça paraît parfois un petit peu rébarbatif, mais en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Merci beaucoup, Alexis, d'avoir répondu aux questions de Méthode Chanson pour nos artistes musicaux. Je te poserai peut-être après l'interview aussi des questions par rapport à d'éventuels contacts que tu pourrais avoir pour les aider aussi de manière concrète. Merci beaucoup, Alexis. Merci à toi. Merci.